Le but de cette conférence, c'est d'introduire la notion de travail collaboratif via les wikis, les possibilités qu'on a grâce à ces outils-là et à tous les projets que ça nous a pu nous amener. Donc on va le faire en 5 parties. D'abord introduire ce que c'est que la notion du travail collaboratif et la spécificité du wiki liée à ce travail collaboratif. Après, on va introduire le rôle et les profils dans un wiki. Après, on va rentrer sur qu'est-ce que Wikipédia en termes d'objectifs et pour Wikidia, quels sont les objectifs supplémentaires. En quatrième partie, on aura... En quatrième partie, on aura le sujet de Wikidia, les spécificités. Et la cinquième partie, ça sera sur tous les projets collaboratifs autour de Wikipédia. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un travail collaboratif ? C'est un ensemble de personnes qui essayent de travailler dans un but commun. Pour ceci, c'est pas nouveau, ça a existé depuis longtemps. La révolution maintenant, c'est qu'on a des nouveaux outils et on a des nouvelles technologies qui nous permettent de communiquer plus facilement entre les personnes. Donc, les éléments qu'on est censé partager dans un travail collaboratif, ce sont souvent des notions de valeur, des notions de savoir à partager, des notions des ressources utilisées pour pouvoir les partager et via quels outils. En plus de ceci, c'est que dans un travail collaboratif, à la fin, on est censé réussir à délivrer quelque chose et à respecter les droits associés à ces livraisons d'éléments. Par exemple, quand on écrit un texte à plusieurs, il faut respecter le droit de toutes ces personnes. Petit souci de présentation avec Windows. Donc, désolé, il avait été fait sous Linux. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que le wiki est pour le travail collaboratif ? Wikipédia, par exemple, au niveau des valeurs, introduit la notion de liberté d'accès. La liberté d'accès à la connaissance dans le monde entier et dans la majorité des langues. Après, au niveau du savoir, c'est que chaque personne peut, au niveau de ses compétences, être capable de contribuer et de partager une base de connaissances à travers le monde. Après, au niveau des projets, le projet de Wikipédia comme de Wikidia, c'est de partager un savoir. Mais au-delà de ça, c'est de collaborer avec les institutions publiques, privées, pour faciliter ce partage et inciter à plus de partage. Enfin, Wikipédia, Wikidia, ce sont des bases de données qui permettent de partager des ressources médias, comme des ressources textes, comme des sons. Et donc, c'est une évolution par rapport à avant, c'est qu'on peut héberger beaucoup de choses distinctes. Et au final, on partage tous la même chose, c'est-à-dire un site internet sur lequel on est obligé de contribuer et un outil qui permet que ce site internet existe, ça s'appelle MediaWiki. Si vous avez des questions spécifiques sur un slide donné, n'hésitez pas à intervenir. Oui. Donc je vais continuer sur les rôles et profils sur Wikipédia et sur les autres wikis. D'ailleurs, je ne sais pas si on s'est introduit complètement. Là, oui, finalement, on est tous les deux wikipédiens, contributeurs de Wikipédia, puis membres de Wikimedia France. Et pour ma part, j'ai ouvert donc Wikidia, qui est suite à ça, qui est pas tout à fait, qui dépend pas directement du même organisme, mais qui est tout à fait sur le même principe et sur le même fonctionnement. Et donc, par rapport au rôle et les profils qu'on a sur les wikis, c'est les personnes qui contribuent, d'une façon ou d'une autre. Donc en général, on sait, même si on trouve encore des exceptions, on sait que tout le monde peut modifier quelque chose. Tout le monde ne sait pas qu'on peut le faire même sans être inscrit. Et après, il se trouve que dans le fonctionnement, du point de vue technique, il y a des statuts qui existent, donc
de contributeurs inscrits, après administrateurs qui peuvent supprimer des pages ou bloquer des utilisateurs, donc bureaucrates qui peuvent changer de statut des autres, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est des rôles qui se prennent après une intégration progressive des normes des wikis dans la communauté de contribution, on pourrait dire. C'est-à-dire que les participants, au bout de plusieurs mois, connaissent un peu mieux le fonctionnement et puis en viennent à prendre des rôles plus spécifiques. Et ce que je marquais, c'était que c'est un fonctionnement qui est basé sur l'initiative, ne pas hésiter, etc. Et les discussions et les décisions communautaires, voilà. Après, les rôles et profils constatés, la façon dont ça se passe réellement. Il y a des contributeurs qui sont très réguliers, qui sont tous les jours, un certain temps, qui connaissent par cœur le fonctionnement, qui ont en tête le caractère de 500 pseudos qui contribuent sur Wikipédia, peut-être, des choses comme ça. Et tandis qu'il y a des personnes qui s'intéressent à un sujet, qui connaissent un sujet, qui vont ajouter du contenu sur un sujet, en ayant un compte ou non. Voilà, donc les apports sont très irréguliers. D'ailleurs, on le disait ce matin aussi, sur un même article, les articles ne progressent pas de façon continue. C'est plus souvent, un article peut être en ébauche pendant 2 ans, après quelqu'un qui rajoute beaucoup de contenu, et après c'est juste mis en forme et ça reste à nouveau pendant plusieurs années sans changement sur le fond, vraiment. C'est pas du tout régulier. Donc irrégularité des apports par article ou par contributeur, c'est-à-dire les contributeurs, il y en a qui se spécialisent il y en a qui sont vraiment des rédacteurs sur l'archéologie, sur telle ou telle chose, tandis qu'il y en a d'autres qui font que de la maintenance, de l'organisation, ou alors des cas intermédiaires, mais voilà, on a plusieurs types de contributeurs comme ça. Et puis oui, donc je mettais l'accueil, mise en forme, maintenance, élaboration des règles, c'est-à-dire que il faut avoir quand on est lecteur, on voit le contenu fini. Après, il y a toutes les règles, même ne serait-ce que typographie, qu'il faut avoir établi, qui font qu'après, je sais pas, par exemple, les noms de communes sur n'importe quel site, ils sont écrits un petit peu de plein de façons différentes, avec un tiret ou sans tiret quand c'est un nom composé. Sur Wikipédia, c'est très régulier parce qu'on a fait un choix et on s'y tient. Après, ça fait voilà, le fait ça, c'est des choses qui ont été discutées avant, etc. Et puis, oui, non, ce que je mettais dans les rôles, les Wikipédiens ils s'investissent typiquement peut-être 2, 3 ou 4 ans. Bon, il y en a qui sont nettement plus, mais en gros, il y a une phase où on essaye comme ça, et puis on en fait un petit peu plus, et puis on apprend, et puis on se prend bien au jeu, et puis il y en a qui passent beaucoup de temps, un certain temps. Enfin, au bout de quelques mois, ils y passent beaucoup de temps parce qu'ils ont l'impression c'est sûrement grisant de comprendre comment ça marche, d'avoir vraiment un rôle là-dedans. Et puis après, on peut éventuellement passer à autre chose, parce qu'on c'est pas comme si on était payé pour le faire. Donc, on n'est pas tenu de continuer de continuer à ça de façon sans limite, quoi. Voilà, c'était là où il manque les... Juste pour compléter, très rapidement, c'était la vie d'une personne sur Wikipédia ou sur Wikidia peut s'assimiler à une vie dans une société à part entière, parce qu'il y a des régisseurs des règles, il y a des personnes qui sont là pour vraiment dans un cadre d'échange qui ressemble soit à des réseaux sociaux, soit à une société vraiment spécifique. Voilà. Donc, pour aller au-delà du travail collaboratif, on a un but, une finalité.
Mais Wikipédia, comme Wikidia, ont défini que cette finalité n'avait pas de fin. Donc le projet de Wikipédia, comme le projet de Wikidia, ce sont des projets encyclopédiques. Et ils ne s'appelleront jamais encyclopédie à part entière. Parce qu'on considère que la rédaction d'un savoir ou d'une connaissance n'est pas figée dans le temps, et l'ensemble du savoir et des connaissances n'est jamais fini. C'est un ensemble qui est en permanente extension, et on espère que Wikidia et Wikipédia continueront à exister sous une forme ou une autre dans le futur. Donc notre but, c'est de se faire le recueil de toutes ces connaissances et de tout ce savoir, mais on sait très bien qu'on n'en arrivera jamais au bout. Ça, c'est le principe fondamental. Ensuite, ici on est dans le but collaboratif, donc c'est-à-dire qu'on fait venir un nombre important de personnes pour qu'ils puissent échanger, contribuer, vérifier, corriger, mais aussi discuter pour s'assurer que ce que j'ai mis est correct, cohérent, et en même temps que les points de vue soient tous représentés. La difficulté de définir un savoir, c'est que selon le point de vue, un savoir peut être différent. Donc quand on fait venir un maximum de personnes, c'est dans le but que les différents points de vue majeurs sur une même connaissance, par exemple le sujet de Dieu, puissent être discutés et faire un condensé de ce que la discussion a donné, tout en sachant qu'on ne doit pas créer du nouveau savoir dans Wikipédia. C'est juste une représentation de la connaissance actuelle. Et enfin, tout ce contenu est censé être libre d'accès. Tout à l'heure, j'avais parlé de responsabilité. La responsabilité des Wikipédiens, comme des Wikidiens, c'est de s'assurer que le contenu qui est disponible sur leur site respecte le droit des auteurs de ces contenus, mais aussi le droit des auteurs sur lesquels ces contenus ont été basés. Dans le cas où un livre a été écrit récemment, l'auteur a des droits spécifiques, on n'a pas le droit de le recopier tel que, sans avoir son autorisation, ou sinon sans le transformer fondamentalement. C'est pour ça qu'on est dans le but vraiment important de s'assurer que tout contenu est respectueux du droit, et comme ça, n'importe qui, que ce soit en France ou dans le monde, puisse le réutiliser. Et donc, ceci est commun pour Wikipédia et pour Wikidia, et normalement parfaitement appliqué. On peut des fois avoir des doutes. Donc maintenant, on va rentrer dans la spécificité des contributeurs de Wikidia. Ouais. Là, c'est la page d'accueil de Wikidia pour avoir une vue dessus. Oui, les rôles et profils de Wikidia. Le fonctionnement de Wikidia, qui est l'équivalent de Wikipédia pour les 8-13 ans, le fonctionnement, c'est vraiment calqué de très près sur celui de Wikipédia, parce finalement, on avait un modèle qui marchait bien. Il n'y avait pas tellement de raison de le changer. Mais en même temps, il y a d'autres références. Là, j'ai mis donc Freinet, le mouvement Freinet pour la production documentaire. C'était des classes qui y participaient. Puis ensuite une publication avec des relectures comme dans la presse finalement. Alors nous, c'est aussi en partie des enfants qui produisent, mais le mode de vérification de relecture, c'est celui de Wikipédia. C'est différent, mais ça marche aussi, on peut dire. Et sinon, des références que je mettais, Korchak et l'école de Summerhill. Donc là, c'est par rapport au fait que la gestion du site et de ses règles sont décidées avec tous les contributeurs, comme c'est déjà le cas sur Wikipédia, mais le fait que ce soit applicable pour des enfants et des personnes de différents âges, c'est ces précédents, on pourrait dire, qui permettaient de le penser. Puis en effet, c'était valable, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de rôle prescrit ou exclu en fonction de l'âge. Donc on a des administrateurs, etc. sur Wikidia, sans que ce soit automatique pour les adultes, etc.
Donc les participants, il y a des enfants, des adolescents, des étudiants et des adultes. Il y a des enseignants aussi qui participent régulièrement. En fait, la communauté des contributeurs est beaucoup plus petite, évidemment. En gros, peut-être que Wikidia en français, c'est peut-être 1% de Wikipédia en français. En nombre d'articles, en activité et en lecteurs, c'est à peu près cet ordre-là. 1%. Et voilà. Donc, et les rôles se distribuent donc de la même façon en fonction de ce que les gens tiennent à faire. Justement, il y a un professeur d'histoire géo qui est à la retraite, qui a été administrateur, qui avait la possibilité de supprimer des pages, etc. Et il a décidé de ne plus l'être. Il préfère se consacrer à la rédaction, ce qui fait que une page qui arrive, qui est du vandalisme, etc., il demande sur une page à supprimer, et c'est un administrateur qui a 12 ans qui le fait pour lui. Voilà, il est pas, les rôles peuvent être un petit peu inversés, comme ça. Après, chacun reste lui-même là-dedans. Mais voilà. Et puis, sinon, sur la répartition et les rôles, il se trouve que souvent, les adolescents, par exemple, sont les plus compétents du point de vue technique. C'est eux qui vont s'occuper des mises en forme les plus techniques. Voilà. Et tandis que les adultes ont quand même une capacité de rédaction beaucoup plus importante. C'est-à-dire que des enfants de 10-12 ans qui participent, ils le font de très bonne volonté, ça démarre bien un article, voilà, mais souvent ça fait quelque chose de très court. Après, ça peut pousser à développer un sujet qu'on ne pensait pas à développer, parce que ça prouve que ça les intéresse un peu. Le sens de la participation, le sens de tout ça, on pourrait dire. Il y a certains articles de la Convention des droits de l'enfant qui ne sont pas si connus que ça, dont l'article 13 qui dit que, j'ai coupé parce qu'il est un peu plus long, je ne pouvais pas tout mettre, mais qui parle de la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations. Et puis, et le sens de tout ça, oui, quand on a en tête le fonctionnement et l'intérêt écriture que ça a, il ne faut pas oublier non plus le contenu, parce que finalement, de la même façon que pour Wikipédia, il y a énormément plus de lecteurs que de contributeurs, 100 ou 1000 fois plus, ça dépend comment on compte, etc. Donc, les commentaires qu'on a sur des lecteurs sur le livre d'or, là, souvent mettent, c'est ce qui les intéresse, c'est le contenu, les informations. Ils disent, c'est bien, mais il n'y a pas tout sur tout, en gros. Ils disent c'est bien parce que c'est plus simple que Wikipédia, mais je trouve pas tout sur tout. Donc ils veulent du contenu, ou alors ils trouvent que les articles sont encore trop courts, etc. Et il faut pas oublier que ce genre de contenu, c'est pas purement un exercice d'écriture, hein, tout ça. C'est vraiment ça, c'est du contenu et c'est pas encore assez gros pour ce que voudraient les lecteurs d'ailleurs. Voilà. Et intégration et temps d'apprentissage, donc ça j'en ai peut-être parlé un petit peu, oui, qu'il faut plusieurs mois pour être très familier du fonctionnement du wiki. Les objectifs des participants, mais je pense, souvent ils sont de la même façon, ils sont un petit peu, il y a une période d'enthousiasme, donc sûrement quand ils comprennent le rôle qu'ils peuvent avoir là-dedans. Et puis après le discours que relayent les contributeurs eux-mêmes, c'est que les statuts les statuts techniques qu'il y a comme administrateur, c'est juste pour l'utilité sur le wiki, mais il n'empêche que ça attire, qu'il y a beaucoup de contributeurs voudraient au bout d'un certain temps être administrateurs. On a l'impression d'avoir, c'est assez flatteur. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui s'investissent là-dessus. Et les difficultés, moi je dirais que tout le monde n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais par rapport à d'autres activités en ligne, rédiger, c'est peut-être un petit peu un travail un petit peu ingrat quand même. C'est pour ça il y a peut-être un décalage entre l'enthousiasme des participants sur le fait qu'ils puissent comme ça
compléter des articles ou les créer. Et puis le fait que la rédaction soit un travail difficile quand on veut, oui, voilà, pour mettre du contenu consistant. Donc, pour continuer dans cet objectif de créer du contenu, nous, on a besoin d'avoir des contributeurs qui soient motivés, qui aient des idées de développement, qu'on réussisse à récupérer une base de données d'informations sources qui nous puissent être utiles pour pouvoir développer encore plus des sujets bien spécifiques dont on n'est pas très forcément connaisseur. Donc on essaye de développer des partenariats et aussi développer des projets d'échange avec des enseignants, d'échange avec des lycées, d'échange avec des doctorants, des échanges aussi avec d'autres milieux. Et donc le but ici, c'est de vous présenter tout ce travail collaboratif qui est mis en place, qui est au-delà de Wikipédia, mais qui en fait rentre en jeu dans le processus de contribution dans Wikipédia. Oui, qui est au niveau de l'association Wikimedia France en bonne partie. En particulier, c'est l'association Wikimedia France qui aide à l'installation de ces partenariats, ou de ces aides, ou de ces différents projets. Mais le but, c'est vraiment de faire interagir Wikipédia avec les différentes instances publiques ou privées pour pouvoir enrichir cette base de connaissances et l'améliorer. Donc, le premier but, c'est de former des nouveaux contributeurs. Un des premiers aspects possibles pour former des nouveaux contributeurs, c'est d'avoir accès via l'éducation. Dans le processus éducatif, si on a des personnes qui acquièrent une connaissance dans le travail de collaboration, en collaboration, tout d'un coup, il va être plus facile pour nous de les intégrer dans un processus Wikipédia et de les intéresser. Et donc, pour ceci, on a mis en place des projets, déjà des ateliers en classe, intervention de personnes qui ont une fibre éducative avec l'aide des enseignants dans le cadre des ateliers, souvent les TICE ou équivalents, TIPE et autres noms du même genre, comme je ne connais pas tous les noms que vous avez, et afin de produire du contenu, ou sinon tout simplement de faire un nouveau travail de documentation, c'est comment rechercher une information. Après, dans les autres possibilités, c'est dans des cadres de projets classe, on peut avoir des Wikipédiens qui soient mis à disposition pour intervenir ou pour accompagner sur Internet des jeunes, soit via des outils de réseau comme Twitter, mais tout aussi bien via l'interface de Wikipédia qui présente des outils de communication directe. Ensuite, notre cible principale, ça va être plutôt l'enseignant. Comme toucher tous les élèves, c'est impossible. Par contre, toucher les enseignants, c'est un peu plus pratique pour nous. Ça représente une masse de personnes un peu moins importante. Et la fibre éducative, on l'a pas forcément, et donc c'est plus facile pour eux de transmettre notre connaissance de l'outil, de la façon dont on peut contribuer à plusieurs, que pour nous. Et donc, dans ce cadre-là, on est en train d'essayer de mettre en place des formations ou sinon plutôt des initiations, comme on n'a pas velléité à être formateur et habilité formation dans Wikipédia, mais on a une volonté aussi de commencer à faire découvrir, faire le premier pas. Et c'est dans ce cadre-là où moi je suis ici, c'est faire le premier pas. Puis il y a des productions. Et on produit des documents pour vous accompagner, du style Wikipédia en classe. J'en ai apporté quelques-uns là, si vous voulez, j'en dois avoir une petite dizaine. Ou sinon des petits livrets de documentation sur Wikipédia. C'est dans ce cadre-là qu'on les produit. Et donc, finalement, on a aussi mis en place des concours auxquels des lycées, des collèges participent. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a pas de primaires, mais au niveau de Wikipédia. Si, justement, Par contre, au niveau de Wikidia... Oui, justement, au niveau de Wikidia, avec M. Morel, on avait organisé donc ce concours à la rentrée dernière. Voilà. Et donc, le dernier aspect qu'on met en place, ce sont des rencontres avec les différents acteurs de ce monde, parce que notre but, en final, c'est de toucher à tous les aspects du savoir, c'est-à-dire
la connaissance en elle-même, mais aussi ceux qui sont réceptionneurs de la connaissance et ceux qui sont acteurs de la connaissance, ceux qui peuvent en fournir. Notre but, c'est de toucher tout le monde. Et donc, via le travail dans le milieu éducatif, on essaye de travailler auprès du pédagogue, auprès des enseignants. Et dans quel but on peut faire tous ces projets-là? Soit c'est dans le but de s'informer, se documenter, et dommage, ma présentation est coupée, il manque une ligne. Soit c'est dans le but de faire de l'écriture collaborative, apprendre à rechercher de l'information ailleurs que Wikipédia, le synthétiser, le rédiger à plusieurs, le faire corriger par d'autres, et au final, le faire valider par une tierce personne. Même si dans Wikipédia, on n'a pas de principe de validation à la base, il y a toujours, in fine, de la validation qui se réalise dans le temps. Voilà dans le cadre éducatif. Et en dehors du cadre éducatif, on a aussi un autre but, c'est de toucher encore plus de monde dans l'accès à cette base de connaissances, entre autres dans les endroits où l'Internet est relativement limité. C'est-à-dire, par exemple, le cas de Afripedia, où on sait très bien que l'Internet en Afrique, c'est disponible que dans certains secteurs, dans les grandes villes ou dans une seule maison dans un village. Donc le but, c'est de fournir des outils supplémentaires de diffusion. Ou dans le cas de projet Musambule, c'était en région PACA, on favorise la contribution à Wikipédia à travers un outil qui était intégré aux tablettes numériques et qui permet de plus facilement, quand on visite un site, soit de consulter les informations sur ce site touristique, soit de publier des photos, de rajouter des informations ou corriger en constatant que l'information sur Wikipédia n'était pas cohérente par rapport à l'information sur le site. Donc ça, c'est des possibilités d'interaction qu'on met en place pour faciliter la contribution dans un autre mode que le mode traditionnel de Wikipédia. Et enfin, le plus gros enrichisseur qui existe, ce sont les archives départementales, les archives régionales, les archives nationales, les musées. C'est eux qui possèdent des quantités de données sur l'histoire, sur des photos, sur des cartes précises qui sont gigantesques. Et le but, c'est d'essayer d'interagir avec eux, leur montrer la capacité qu'on a à les accompagner pour leur faciliter l'entrée dans le numérique, dans le monde du numérique, et en même temps, en échange, faciliter nous l'accès à des données qui, en général, sont dans des accès restreints avec des périodes très limitées et souvent une paperasserie assez lourde. Donc, les deux exemples majeurs qui existent pour moi, ce sont dans le cadre du château de Versailles, où on a eu un Wikimédien qui a eu la chance d'être embauché par le château de Versailles pour une période donnée pour interagir entre le conservateur du château de Versailles et l'environnement numérique de Wikipédia. Et l'autre exemple majeur, c'est les archives fédérales d'Allemagne, qui, elles, ont une base de données de photos qui était gigantesque et qui avait un processus de numérisation qui était très lent. Donc ils ont eu une velléité d'accélérer ce processus et en même temps de le rendre disponible pour tous, parce que la loi allemande l'oblige. Donc ça a été une facilité de partenariat. Voilà les différentes possibilités qu'on a de travail collaboratif. Il faut voir que Wikipédia, c'est pas 10 personnes, c'est pas 100 personnes, c'est des dizaines de millions de contributeurs. Et pour conclure, vu que toute présentation Wikipédia se finit par le respect des licences, normalement, il y a à peu près toutes les licences des photos et du texte qui sont listées sur le document. Juste moi, une question qui m'apporte. On a pu diaboliser un petit peu Wikipédia en disant que c'est l'encyclopédie pour tous, que les informations n'étaient pas les bonnes. Moi, je pense qu'il y a une autorégulation qui se fait, qui aujourd'hui fait que c'est quelque chose d'assez fiable. Mais c'est aussi le moyen de créer de l'autopromotion, puisque certains articles nominaux, on peut chacun rédiger son article en son nom sur son profil Wikipédia et qui n'a aucune valeur foncièrement scientifique, sinon de promotion. Comment cohabitent ces deux données entre le contenu encyclopédique et puis l'autopromotion potentielle?
Déjà, le principe de valeur et savoir, j'ai préféré pas le définir, de pas le limiter, parce que la finalité, c'est d'en recueillir le maximum. On n'est pas trop limité par la taille. Donc, on pourrait dire que la connaissance sur ta propre personne peut être intéressante pour certaines personnes, donc être un savoir à partager. Même si c'est toi qui le rédiges, c'est un savoir. Il ne sera pas forcément très très cohérent pour quelqu'un qui a un point de vue extérieur, vu que ça sera rédigé par toi-même. Mais on a des règles dans Wikipédia qui imposent, actuellement, pour essayer de restreindre cette définition de savoir et connaissance, qui imposent une certaine reconnaissance des personnes, une certaine visibilité par un point de vue extérieur. Pas par un point de vue intérieur, par un point de vue extérieur. Exemple, un chercheur produit énormément de documents en son nom. Le plus important pour nous, pour définir si le chercheur représente une importance réelle, ce n'est pas ses publications, mais c'est la récupération de ces publications dans des livres, dans des magazines scientifiques, pour pouvoir nous déterminer que oui, cette personne représente quelqu'un qui est connu et cherche et nous permet de vérifier la notion de connaissance sur cette personne. Merci. Une petite question rapide. Qui finance c'est peut-être bête, mais... Oui, pour le financement, donc au niveau de Wikipédia, c'est une fondation américaine qui gère tout, qui a les serveurs et qui fait une campagne de dons de temps en temps. Et les montants récoltés ont beaucoup augmenté. Et ils ont même écourté la période de dons, donc ils n'ont pas de problème pour récolter l'argent qu'il leur faut. Et après, il y en a une partie qui est reversée donc à l'association française. L'association française, elle a un budget qui correspond à une association qui a 400 salariés, quoi. 4 ou 5. Pas 400, non. Oui, et quant à Wikidia, les premières années, quand il n'y avait pas beaucoup de visiteurs, c'est moi qui payais l'hébergement, ça me coûtait moins cher que mon téléphone portable. En même temps, ça c'était pas excessif. Et puis après, là c'est une association qui héberge des projets libres, donc une autre association, et puis qui elle a quelques dons ou alors c'est donc les administrateurs de ces serveurs, c'est des bénévoles, et sinon c'est du mécénat qu'ils reçoivent ou des dons d'entreprises pour toute une série de projets libres, du logiciel libre principalement. Et donc, comme Wikidia est un projet libre, ils nous hébergent également. Voilà. Pour compléter sur la notion de financement, faut savoir que Wikimedia Foundation, qui est la structure globale, représente un nombre de salariés assez important et des coûts serveurs très importants. Donc, la question est cohérente. C'est quand même le 6e site ou le 16e site le plus visité au monde. Donc ça représente un coût de data center très très élevé. Mais malgré tout, l'autofinancement actuel via les dons suffit très très largement. Mais il faut connaître pour ceci que les lois américaines sont très avantageuses pour que les entreprises, via des fondations d'entreprises, par exemple la fondation Bill Gates ou la fondation Google, soient incitées à participer à ce genre de donations. Donc, une partie de donations, c'est des privés, mais il y a aussi des personnalités publiques assez importantes qui participent à ce système de donation, tout en gardant l'indépendance économique et morale.